Bonjour à tous. On vous remercie d'être présents ici ce matin pour vous présenter presque en avant-première la parution de ce volume, dont un seul exemplaire est aujourd'hui déjà en France, et vous pouvez le voir au stand de l'éditeur Marais Martin aujourd'hui. Nous remercions aussi tous les partenaires et les institutions qui nous ont aidés pour aboutir et arriver à cette publication, notamment les équipes de recherche qui étaient liées aux célébrations du centenaire d'André Chastel qui ont eu lieu en 2012. Et donc Philippe Sénéchal, qui était alors directeur du département de la recherche de l'INHA, Sabine Fromel, Michel Hockman, qui sont directeurs d'études à l'EPHE, et Sébastien Chauffour, qui nous a énormément aidés au moment de l'inventaire des archives Chastel qui avait été donné donc à l'INHA. Je remercie aussi Pierre-Yves qui est ici présent et qui nous a aidés dans ce travail. Sabine Fromel, elle a eu un petit empêchement, donc elle va nous rejoindre tout à l'heure. Donc nous allons commencer cette présentation. Elle va la conclure en vous présentant l'ensemble de la collection auquel ce volume appartient. Ce projet s'inscrit en effet dans un vaste projet coordonné par l'INHA en collaboration avec l'EPHE. Nous représentons les deux équipes de l'EPHE, ISTARA et SAPRAT. Et ce projet visait dans la lignée du travail d'inventaire qui avait été fait des archives de l'INHA à proposer une édition de la correspondance inédite de Chastel conservée dans ces documents qui sont arrivés de manière à plusieurs étapes à l'INHA à partir de 1992. Il s'agit donc d'un fonds très consistant dont on a pensé pouvoir sélectionner notamment la correspondance parce qu'elle nous semblait représenter un des aspects peut-être les plus intéressants et qui pouvait fournir le plus d'aspects inédits par rapport à la recherche. Donc, je passe peut-être même, comme on a la chance de pouvoir... je peux continuer ? Oui, d'accord. Donc, parmi tous les correspondants, on a bien 2000 dans la correspondance Chastel. On a sélectionné les correspondants italiens qui représentaient un ensemble de 400 personnes. Dans cet ensemble, on n'a choisi que 31, selon un critère bien sûr scientifique et selon donc un intérêt que ces correspondants pouvaient vraiment apporter à la recherche. Et on a choisi de vous proposer donc une sélection pour chaque correspondant des lettres, en se fixant surtout l'objectif, de choisir les lettres qui étaient les plus intéressantes d'un point de vue de l'apport de la connaissance des recherches de Chastel dans le domaine de la méthodologie et aussi de ses considérations peut-être esthétiques et de ses liens avec le monde de l'art contemporain, ce qui nous paraissait peut-être pas si évident au tout début quand on a commencé à travailler sur ces archives, parce que certes l'idée de Chastel et l'Italie, le lien peut paraître évident. Or, ce lien est beaucoup plus complexe quand on travaille sur la documentation de ce qui peut paraître à la base. Nous avons donc découvert ces facettes un peu inattendues de ces liens avec l'Italie, notamment ces amitiés profondes même avec les artistes contemporains et aussi l'intérêt qu'il a de se confronter avec les méthodes et les recherches des historiens de l'art italien à lui contemporain, avec une attitude éclectique. Donc il se confronte à tour avec plusieurs de ses contemporains, notamment Pario Prats, avec qui il instaure une correspondance pendant de très longues années. C'était un professeur titulaire de la chaire de la littérature anglaise à l'université de Rome. Donc, comme vous le voyez, c'était peut-être pas évident pour nous d'imaginer que la première lettre qui nous est arrivée de Chastel avec des correspondants italiens, en réalité, elle est adressée à un professeur
de littérature anglaise. Mais là, cela s'explique par le fait que pendant longtemps, Chastel avait essayé, il avait été en Italie dans les années 30, mais il n'avait pas pu y aller en 1939 comme il avait été prévu à cause du déclenchement de la guerre. Et quand il revient en Italie à la fin du conflit, en réalité, il avait déjà instauré des rapports très importants, des relations très intéressantes, plutôt avec le monde anglophone. Et c'est donc par les liens qu'il a avec le Warburg qu'il rentre en contact avec Mario Prats, qui avait publié certains de ses ouvrages avec ce centre de recherche qui avait traduit donc ces livres. Donc c'est peut-être inattendu, mais c'est comme ça que ça se concrétise, en tout cas dans la matière qui nous est parvenue. Et, nous avons des correspondances, par exemple, avec le monde de la philologie italienne, donc pas forcément avec des historiens d'art, ou alors avec des personnes, des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de l'art, mais avec des méthodes différentes, notamment les méthodes philologiques. Donc je présente ici Vittore Branca, avec qui il collabore notamment pour l'édition du Boccaccio visualisé, un ouvrage fondamental. Et c'est Chastel lui-même qui explique comment il s'approche de toutes ces méthodes différentes qu'il rencontre en Italie. Il explique dans l'entretien avec Guy Cogeval et Philippe Morel qu'il a en 1991, et je cite: « Ma doctrine, il faut bien fabriquer une armature doctrinale. Ma doctrine, c'est d'abord qu'il ne faut surtout pas formuler une doctrine une fois pour toutes, mais simplement des méthodes. » Cette formulation est assez évidente, et c'est impressionnante, importante pour comprendre comment ces liens avec les correspondants italiens se mettent en place avec une ouverture éclectique et une ouverture donc vers tous les chercheurs italiens, quel que soit d'une certaine importance, quelle que soit leur méthode de l'époque. Donc on a vu des échanges avec certains historiens qui avaient plutôt une approche philologique. On voit aussi qu'il a des liens avec Berenson, qui donc va revenir avec d'autres chercheurs qui ont été les maîtres de l'attributionnisme en Italie, notamment sur Roberto Longhi. En ce qui concerne l'attributionnisme, il y a aussi deux lettres très importantes de Berenson qui nous sont parvenues, qui ne sont pas conservées à l'INHA parce qu'elles ont été envoyées par Chastel en Italie. Donc, en principe, à l'INHA, nous n'avons aucune lettre de Berenson, mais nous avons les lettres que Chastel a envoyées au maître, où on arrive à nuancer aussi un peu la connaissance qu'on avait de ces liens. On a toujours estimé que Chastel s'était montré assez sceptique par rapport aux méthodes de Berenson. Or, ces lettres montrent des liens beaucoup plus complexes, où il se montre, Chastel, au début extrêmement favorable aux méthodes proposées par Berenson, et où, au fur et à mesure, il s'en éloigne par une sorte de malaise qui n'explique pas forcément de les lettres, par respect envers le maître. Et c'est donc là que vous trouvez, par exemple, dans cette lettre, comment il s'excuse un peu de ce détachement qu'il montre dans sa presse et dans ses articles écrits. Il se justifie en quelque sorte à Chastel en disant qu'il y a toujours quelque chose de grossier dans l'article du journal. Quand on tente de nuancer, on a l'air de souffler tour à tour le chaud et le froid. Et il se justifie de la distance qu'il a prise du maître en disant que les discussions des méthodes auxquelles je me suis lourdement attardée ne sont certainement pas l'essentiel. Donc, il est vrai qu'il y a une certaine distance qui se met en place avec Berenson, mais les lettres témoignent aussi d'un intérêt très important pour les méthodes du maître. Et les lettres nous montrent aussi des profondes amitiés avec les artistes contemporains qui donc en quelque sorte sont un peu éloignés de la Renaissance, si on considère la question de prime abord, et si on songe à des manières peut-être un peu schématiques à comprendre quel intérêt Chastel pouvait avoir envers l'Italie. Ce n'est pas uniquement un intérêt
adressé à l'art ancien, mais c'est un intérêt qui se montre aussi avec des échanges constants avec les acteurs aussi de la production artistique de l'époque. Et il a notamment des très grandes amitiés avec Massimo Campilli, et nous avons pu avoir des échanges avec son fils qui est toujours vivant, qui est un peu l'héritier de toute la production du père, et avec Milton Gendel, qui est mort seulement en décembre 2018 et que nous avons pu interviewer et qui nous a donc laissé un témoignage très vivant de Chastel lui-même. Et c'était un témoignage, une image aussi un peu différente, beaucoup moins formelle de celle qu'on peut avoir en France et qui se fonde aussi sur des échanges vraiment amicaux. Alors, je vous montre des photos de Massimo Campilli et surtout des échanges que Chastel a avec cet artiste, qui démontre que, en échangeant et en écrivant des lettres avec ses correspondants, en réalité, il construit aussi sa doctrine, parfois ses cours, ses réflexions, en se confrontant avec des artistes qui, à son époque, peut-être se poser des questions lui-même s'interroger sur les mêmes questions. C'est-à-dire qu'il essayait de réfléchir à la manière où les artistes à la Renaissance affrontaient certaines questions en posant les mêmes questions aux artistes qu'il connaissait. Et notamment, il s'interroge par exemple sur la question de l'autoportrait en écrivant à Campilli, qui lui-même produisait des autoportraits, et Campilli lui répond, nous avons seulement la réponse de Campilli à la lettre de Chastel. Je suis porté à supposer dans tout autoportrait un drame intime, une confession incomplète, un travestissement. Donc on a une image très vivante de la réflexion d'un artiste sur son œuvre qui aide Chastel à réfléchir à sa connaissance de la discipline et qui l'aide aussi à construire ses cours, parce qu'à l'époque où il écrit cette lettre, Chastel donnait des cours justement sur l'autoportrait au Collège de France. Et je vous montre aussi un autoportrait de Milton Gendel avec les chaussures que Alexandre Calder lui avait peintes. Et Gendel est aussi un très grand ami de Chastel. Avec lui, Chastel, au début, commence une collaboration surtout destinée à écrire pour la revue Art News, un périodique américain pour lequel Chastel écrivait des articles à partir de Paris, et Milton écrivait des articles de Rome où il s'était installé dans les années 40. Et là où il continue à vivre jusqu'à la fin de son existence en 2018. C'est une amitié très profonde qui témoigne aussi de la réception des œuvres de Chastel dans le milieu des artistes. Nous avons par exemple un témoignage très, très vivant de la réception du livre Fables, formes, figures de Chastel de la part de Milton, qui est très impressionné par l'ouvrage de l'ami et qui le considère un vrai gage d'amitié. Et je vous montre aussi, puisqu'on a parlé des lettres comme une sorte de témoignage vivant des échanges de Chastel, aussi des témoignages qui ne sont pas forcément écrits, mais des témoignages visuels, des portraits du coup qui ont été réalisés par Milton pendant leurs années d'amitié, notamment une série de portraits qui est encore inédite, une partie de cette série est reproduite dans l'ouvrage, où vous voyez donc une image de Chastel beaucoup plus intime. Ce sont donc des portraits qui nous témoignent d'une amitié profonde et de l'intensité des échanges entre Chastel et Milton. Donc la correspondance et les liens qu'il a pu tisser avec ses amis et collègues italiens permet en quelque sorte d'ouvrir notre connaissance et les horizons de Chastel, notre connaissance des horizons et des ouvertures de Chastel par rapport au milieu italien. Et je laisse aussi la parole à Eva qui va nous présenter donc la partie de la correspondance et certains aspects qui l'ont particulièrement touché pendant ce travail qui était très long.
Donc bonjour, les remerciements ont déjà été faits au début, mais je remercie quand même Sabine Fromel et Michel Hockman qui nous ont soutenus dans ces longues années, depuis 2010, et également les conservateurs de l'INACHA, Sébastien Chauffour, Sébastien Chauffour, Dominique Morelon et Fabienne Quéroux, qui nous ont favorisé, facilité l'accès aux documents ici à Paris, et aussi aux archivistes et aux conservateurs qui nous ont aidés en Italie. Car en fait, cette correspondance a vraiment essayé de reconstruire les dialogues en cherchant dans les archives en Italie les lettres de Chastel qui répondent à les lettres qui sont ici à Paris, qui sont les lettres de ses correspondants. Donc, comme il est dit dans le titre du volume, cette correspondance couvre une période assez longue, donc de 1947 à 1990. Oui, 90. Et donc, s'étalant sur 4 décennies très différentes, où les enjeux et les défis sont aussi très différents. Et donc, nos correspondances sont organisées par auteur, de façon chronologique, mais on peut suivre aussi des fils rouges en faisant une lecture transversale et individuer certains sujets qui reviennent donc dans cette correspondance. Et donc, ce que je souhaite faire ici aujourd'hui, c'est donc évoquer, donc à travers une lecture transversale, certains sujets qui reviennent donc dans ces lettres. En premier lieu, donc les premières reprises de contact après la guerre, car en fait, donc la correspondance commence en 1947. C'est vraiment l'après-guerre où tous les contacts entre les différentes nations ont été interrompus, et dans lesquels on sent vraiment le besoin de renouer ces liens entre les différents mondes culturels. Ensuite, je voulais évoquer les questions scientifiques qu'il aborde dans ses lettres et qui passent par les écrits, mais qui débordent aussi dans ses lettres avec un ton moins formel. Et aussi souligner donc des éléments de ces lettres, des traces d'événements de la vie de Chastel ou de la vie de nos correspondants, dont il ne reste aucune autre trace que ces lettres. Et aussi, je voulais évoquer donc quelques petits portraits à l'intérieur de et quelques petits éléments dans cette correspondance moins formelle comme Laura l'a fait. Donc, il semblerait anodin, mais un élément pour comprendre aussi le contexte dans lequel ces premières lettres ont été écrites, c'est le fait que le monde des historiens de l'art, en France comme en Italie, était vraiment d'une autre taille que celle d'aujourd'hui. Et alors, il faut juste penser qu'il n'existait qu'une université à Paris, la Sorbonne, et à l'Institut d'art, il n'y avait que 3 professeurs et un assistant. Bien que je veux, loin de moi, de vouloir définir le monde de l'histoire de l'art qu'à travers le milieu universitaire. Mais c'était juste pour vous donner en fait la mesure de ce monde et à travers cet exemple. Donc les lettres de ces premières années sont vraiment représentatives de cette volonté de renouer et de compenser cette manque de communication entre les différentes nations. Et ça se fait par des organisations de colloques, par des invitations à faire des conférences, mais ça se fait aussi à travers des
des petits instruments qui sont, par exemple, l'échange des livres. Il y a une sorte de Amazon ante litteram dans lequel les différents correspondants, ils s'envoient les livres, ils se prêtent les livres, et dans certaines lettres, on trouve des listes de livres qu'on ne trouve pas en Italie et qu'ils demandent à Chastel, ou que Chastel demande à ses correspondants, comme à Eugenio Garin, l'historien de la philosophie de la Renaissance, et dans lequel, par exemple, Chastel écrit en 1949 « Je ne voudrais pas abuser de votre aimabilité, mais si vous pouvez, pour quelques jours, me prêter l'ouvrage de Bongiovanni, et si vous l'avez, l'article de Baron, que j'indique dans la feuille, je vous en serai fort obligé. Il est assez fastidieux d'envoyer des paquets et je m'excuse de vous y amener par cette demande. » Donc vraiment, ils s'envoient les livres, ils traversent les Alpes, ils reviennent en arrière. C'est vraiment avec des petits moyens qu'on essaye aussi de reconstruire ces liaisons. Et donc ces années aussi, il y a les premiers contacts, mais qui deviennent des amitiés, dans lesquelles les relations ne passent que par les lettres, naturellement, mais aussi certainement par les écrits de l'un et de l'autre, mais qui, si des fois se transforment en compte-rendu, parfois, en fait, débordent dans les lettres. Et donc, les discussions, les résultats des comptes rendus se reflètent dans ces lettres. On retrouve des éléments, des polémiques qui partent des articles de Chastel, comme par exemple, Chastel écrit un article très important sur les problèmes de l'histoire de l'art contemporain, qu'il publie dans la revue Diogène, donc la revue de l'UNESCO, qui est dirigée par Calois et Jean d'Ormesson, et dans laquelle il fait une interprétation de l'héritage de Croce par les historiens de l'art italiens. Et cette analyse de cette façon d'utiliser les méthodes de Croce ne plaît pas du tout à Carlo Ludovico Ragghianti, qui est un historien de l'art et un théoricien un critique d'art aussi assez connu. Et donc, à partir de cet article, il y a une lettre de Ragghianti dans laquelle il répond à les affirmations de Chastel de façon assez polémique, mais aussi avec un ton amical, donc pas avec un ton formel qu'il pourrait avoir dans un compte-rendu. Et un autre cas, par exemple, de ce double niveau de communication, de registres qui se surposent, on peut l'avoir aussi dans la correspondance avec Garin, toujours c'est l'historien de l'art de la philosophie, où il reçoit, en recevant le livre de Chastel, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent de Médicis, il fera un compte-rendu assez formel dans lequel il analyse tous les éléments, mais en même temps, il envoie une lettre enthousiaste pour exprimer son approbation et exprimer son amitié à Chastel. Et c'est assez touchant, et il dit « Comment vous dire combien j'ai admiré votre livre, combien je me suis senti en accord avec vos thèses. Combien j'ai appris et combien de raisons d'inspiration pour des réflexions futures j'ai trouvé. » Donc, il dit vraiment ce que ce livre lui a apporté et qu'il n'a pas pu dire dans le compte-rendu. Et ce livre lui rappelle leur première rencontre en via Bolognese
Et il dit « Je me suis mis à penser à tout votre travail avec la sympathie qu'on éprouve pour un compagnon de voyage qui est en train de travailler à côté de soi et auquel on se retrouve lié dans un discours continu. » Donc, on a aussi des autres discussions sur des thèmes assez scientifiques qui sont traités dans ces lettres, comme par exemple avec Bettini, on discute de Alois Riegel, du Kunstwollen, mais aussi donc des méthodes de l'Institut Warburg, et qui aussi sont des témoignages de l'ouverture d'esprit de Bettini et de Chastel, car en ce moment, en Italie et en France, on ne parle pas vraiment ni des Kunstwollen, ni des méthodes de l'Institut Warburg. Un autre élément qui ressort de ces lettres, c'est en fait l'importance des revues, qui sont un autre moyen de recoudre donc, cette communauté, faire circuler la culture. Et par exemple, Raggianti, Carlo Ludovico Raggianti, qui reprend la revue La Critica dell'Arte, affirme que donc, cette revue est essentielle, que toutes les revues sont essentielles et que dans sa revue, en fait, il veut donner une certaine structure à cette revue qui consiste en fait donc une partie principale d'articles qu'il souhaite qu'ils soient internationaux. Et par exemple, il demande à Chastel de lui fournir un écrit de Henri Faucillon inédit pour le publier dans le premier numéro de la revue. Mais donc à côté de ces articles, il souhaite dédier aussi une place importante au compte-rendu. Mais il souligne que ces comptes-rendus, il veut qu'ils soient faits par des Italiens. Car pour lui, c'est important, à côté donc de ce lieu international qui sont la partie des articles, il souhaite vraiment illustrer la position des chercheurs italiens face à la production internationale. Et donc, comme je vous ai dit, ces lettres sont aussi importantes pour les traces d'événements qui autrement ne seraient pas enregistrés. Et donc, à côté donc, de l'organisation des colloques, derrière les coulisses de cette organisation, on trouve, juste pour vous donner deux exemples, des occasions que Chastel veut donner aux étudiants. Donc, cette circulation du savoir, cette ouverture des horizons vers les autres nations ne doit pas être limitée que à la communauté scientifique, mais Chastel veut l'ouvrir aussi aux étudiants. Donc, il invite à la Sorbonne ou à l'école pratique des hautes études des grands historiens pour faire des cours. Comme par exemple, en 1956, il invite Roberto Longhi à donner 2 conférences à l'intérieur de son cours à la Sorbonne. Et plus tard, il organisera des séminaires, un petit comité à l'école pratique, dans lesquels il invite le spécialiste de Léonard, Carlo Pedretti, et à tenir ces séminaires sur les dessins de Léonard. Des autres témoignages qui ne reviennent pas dans d'autres documents et qui, dans les lettres, sont enregistrés, sont par exemple aussi les projets éditoriaux de Chastel. Par exemple, dans la correspondance de Longhi, on trouve des comptes rendus faits par Chastel de réunions fait avec Georges Sall pour le choix des différents auteurs des volumes de la collection L'univers des formes.
Et on assiste donc les tentatives de Chastel de attribuer à Longhi un volume, chose qui ne fut pas faite, et ou par exemple un autre projet éditorial qui n'aboutit pas non plus, qui est traduire les écrits de Longhi et publier une anthologie. Ce projet donc dure très longtemps. Il y a pendant 3 ans et pendant beaucoup de lettres, Chastel, Castelnuovo et Longhi discutent donc des articles à choisir, de la façon de les présenter avec les notes de bas de page, avec les images. Mais le projet, en fait, échoua car on ne trouve pas un traducteur à l'auteur de la langue de Longhi. Et donc, ça, par exemple, on ne le savait pas. Et la traduction de Longhi reste aussi aujourd'hui un problème car Longhi en français est très peu traduit. Donc, une autre facette qu'on retrouve dans ces lettres, c'est aussi l'impact des chroniques de Chastel dans le monde. On va s'intéresser aux articles plus engagés, par exemple Antonio Cederna, qui est un journaliste actif dans la défense du patrimoine. Mais on voit aussi plusieurs de nos correspondants s'intéresser au compte-rendu des expositions, des livres, et aussi demander à Chastel de faire des comptes-rendus dans le monde. Ce qui nous montre que combien les chroniques de Chastel étaient considérées comme une tribune qui fournissait une grande visibilité à niveau européen. Et donc, et à côté donc, de tous ces éléments que je vous ai évoqués, il y a quand même des éléments qui font sourire dans ces lettres, comme par exemple dans la correspondance avec Sergio Bettini, dans laquelle Bettini raconte à Chastel, dans lequel Bettini fait un petit portrait d'un groupe de jeunes étudiants qui font l'école de perfezionamento de Venturi à Rome. C'est une école de haute étude et qui rappelle comment ces jeunes gens, qui sont en fait au moment dans lequel Bettini écrit en 1949, des chercheurs déjà affirmés, et comment ces jeunes gens, en fait, pendant leurs années à cette école, s'exerçaient à faire de l'attributionnisme. Ils faisaient des jeux d'attributionnisme à qui identifiaient avant les autres des dessins ou des tableaux. Et ils racontent donc que, par exemple, il y avait Pallucchini, qui définit un petit peu plus lent que les autres, et qui utilisait la méthode dite entre guillemets de Croce, qui en fait tapissait sa chambre de photos une semaine avec l'œuvre d'un peintre, par exemple Baldovinetti, et la semaine suivante avec Cimabue. Et ensuite, il s'endormait en regardant ces images. Mais il ajoute, puis en vieillissant, nous nous sommes lassés de cette méthode, qui est bien nécessaire, mais qui appartient à la préhistoire de l'histoire de l'art. Et un autre dernier épisode intéressant, c'est, on le retrouve dans les lettres à un historien de l'art sicilien, et qui nous montre qu'en fait Chastel connaissait bien l'Italie, mais pas l'Italie seulement l'Italie que tout le monde connaissait à ce moment-là, mais qui s'était aventuré dans le sud de l'Italie, qu'il est allé jusqu'en Sicile,
Et là, cet historien de l'art, Bottari, agit de Cicerone, et avec la chaleur des Siciliens aussi, l'invite à des dîners, et on a une carte que Chastel écrit avec sa femme Paul-Marie Grand le lendemain de leur départ de chez Bottari, qui en fait est très belle, et donc je vous la lis. Nous vous redisons de Palerme notre reconnaissance pour votre délicieuse hospitalité et la joie d'une amitié naissante. Et Paul-Marie Grand ajoute « Merci encore pour la charmante soirée et du dîner et la dernière qui risque de nous convertir à Catane. » Donc, on voit que ces visites dans le sud, dans la Sicile sauvage, qui Mario Prats en fait décommande de visiter, non, recommande pas de visiter car ça peut être dangereuse. Et en fait, une très belle expérience dans laquelle Chastel visite églises, musées, sites archéologiques, mais dans lesquels, en fait, il profite aussi de la vie et de les soirées sur la terrasse de Bottari. Donc, finalement, ces lettres nous montrent des facettes. J'ai essayé de vous montrer quelques facettes nouvelles de Chastel et donc du monde de l'histoire de l'art italien. Donc, ces lettres sont aussi intéressantes pour le plaisir de les lire, mais on espère qu'elles peuvent devenir en fait des sources pour des études futures sur les milieux internationaux de l'histoire de l'art et pendant ces années. Et donc, je laisse la parole à Sabine Fromel qui va nous parler de la collection et dans lequel a été publié ce volume, qui vient de paraître pour Capisano et Marc Martin. Hop. Bien, bonjour. Tout d'abord, un très grand remerciement à Laura De Fuccia et Eva Renzulli pour ce travail vraiment monumental qui a duré, il me semble, c'était 6 ans, 7 ans, non ? Et ce qui s'est aussi agrandi au cours de route, hein, parce que selon la première idée dont nous avons parlé il y a si longtemps, c'était un volume, disons, moins important quand même. Mais par la lecture de toutes ces lettres, vous avez pu découvrir encore des nouveautés. Et ce qui est surtout merveilleux, que cet échange concerne donc une période très longue, donc entre 1947-48, jusqu'à 1990, et il faut quand même être précis, c'est l'année de la mort d'André Chastel. André Chastel est mort en juillet de 1990, c'est-à-dire il a écrit des lettres pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Et ça couvre donc un moment très important disons, sur le plan de l'historiographie de notre discipline, en d'autres termes, la deuxième moitié des années du XXe siècle. Donc nous avons là une contribution qui est essentielle pour une meilleure compréhension de notre discipline en France et en Italie de cette période. Et là, je crois, le livre donne vraiment un soutien. On va voir ensuite, on va procéder par des mises en parallèle parce que d'autres lettres ont été publiées, les lettres de Panofsky, etc. Mais ça ouvre un énorme chantier de réflexion sur les méthodologies et les objectifs et les grands sujets et l'élargissement des sujets de la discipline de l'histoire
de l'art de cette période. Et le travail qui est tout à fait remarquable, ce que vous avez pu monter, c'est l'INHA dispose de ses archives. Bon, c'est très bien, il y a beaucoup de lettres que vous avez pu trouver, que André Chastel a reçues. Il y a aussi ces méchantes copies, non, de certaines lettres qu'il avait écrites lui, qu'il avait gardées. Mais ce qui était la meilleure, c'est la surprise merveilleuse que vous avez pu trouver dans des archives privées en Italie, les lettres de André Chastel. C'est-à-dire, ça a permis de reconstruire des dialogues, de véritables dialogues pendant de très longues années. Et c'est ça ce qui m'a passionné en lisant qu'il y a des dialogues de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans. Bon, pour nous, aujourd'hui, on est habitué email, on corresponde avec une vitesse incroyable. Mais là, en lisant ça, je me suis toujours demandé combien de temps André Chastel a investi toutes les semaines pour cette correspondance. C'était pour lui d'un intérêt, d'une vitale, d'une manière de correspondre avec les Italiens, avec les Allemands, avec les Polonais, avec des Anglais et avec des collègues aux États-Unis. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement stimulant pour la compréhension de au sein de notre discipline. Bon, pour ce qui concerne l'Italie, j'ai eu le plaisir de rencontrer Chastel en Italie dans la deuxième moitié, à partir de la deuxième moitié des années 80. Donc, c'était les dernières années de sa vie et j'ai vu que la manière dont Chastel vivait en Italie, il avait un amour, un véritable amour pour l'Italie. Et quand je l'ai vu, là, j'avais l'impression que ça lui donnait une énergie supplémentaire, ça le rendait fort. Il était là avec une curiosité, une envie de communiquer avec les Italiens, d'aller dans la trattoria, visiter les villes. C'était pour lui une énergie essentielle, je crois, pour son travail. Et vous avez très bien souligné, le début de son travail scientifique, c'est Florence. C'est un connaisseur de la Renaissance italienne qui a commencé avec des études à Florence, du temps de Laurent le Magnifique, selon quand même une méthodologie très, très, très vaste. Donc Chastel est quelqu'un qui a toujours essayé de comprendre les liens entre de différents genres artistiques. Il a toujours vu la peinture, la sculpture, il a vu l'ornement, il a vu à Florence l'œuvre de Marsilio Ficino, donc le néoplatonisme, et la manière dont cette philosophie et théologie a pu atteindre les créations artistiques. Donc il a essayé d'ouvrir un vaste, très vaste horizon au sein duquel il a placé les différents genres artistiques, en s'interrogeant aussi autour de la perméabilité entre les différents genres artistiques. Et je crois que c'est là quand même le cœur, et c'est resté le cœur de son travail dans le domaine de l'histoire de l'art, c'est la Renaissance, même si ensuite il a découvert l'histoire de l'architecture. André Chastel n'a jamais été un historien de l'architecture, mais il avait une intuition absolument incroyable. Donc, il a très bien ressenti, il y a un champ de recherche qui n'est pas forcément le mien, mais il faut encourager aussi, il y a une énorme école élèves dont plusieurs se sont occupés du domaine de l'histoire de l'architecture parce qu'il avait compris, c'est précisément l'histoire de l'architecture qui peut nous faire comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le rôle du commanditaire, le mécénat, l'organisation du chantier, l'architecture comme, disons, mère des arts, qui accueille ensuite l'art des fresques, des tapisseries, des sculptures à l'intérieur, des jardins, etc. Donc il avait une très 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 grande vision
de notre champ de recherche qui, entre nous, est en train un peu de se perdre aujourd'hui par des spécialisations qui sont bien sûr nécessaires, mais quelquefois manquent un peu de ce grand contexte que André Chastel a établi. Et le même est vrai pour sa dimension internationale. Donc l'Italie et les historiens de l'art italien, et vous avez très bien montré, c'est quand même les plus illustres de cette période. C'est assez extraordinaire qu'il a pu maintenir ses contacts avec des grands représentants de la discipline en Italie. Et cette richesse aussi, si un jour, mais ça serait après nous, je crois, des jeunes pourraient expliciter toute cette correspondance qu'on trouve dedans. Vous avez très bien dit, il y a beaucoup de méthodologie. C'est très important. Mais c'est aussi autour des événements du jour, des expositions. C'est cette manière de s'envoyer les livres, parce qu'on ne pouvait pas encore télécharger pour un bouquin. Il fallait vraiment le trouver. Il n'y avait pas de traduction. Donc ça a créé de véritables amitiés et des liens forts autour de ces publications. Mais ce qui est très fort aussi, c'est Chastel en tant que journaliste. Donc en feuilletant encore ce matin, ces articles dans les journaux Le Monde surtout jouent un rôle très important, et il a pu communiquer beaucoup de choses par ces articles qui se trouvent dans Le Monde. Mais Chastel aussi, en tant que créateur de la Revue de l'Art, créateur de l'Inventaire général, fondateur de, pour dire la vérité, l'INHA, c'était une idée d'André Chastel. Bon, l'idée qu'il a eue de l'INHA était un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, heureusement. Mais je me souviens encore, les dernières années de sa vie, il s'est occupé de cette institution qui s'est imaginée comme les institutions Max Planck, comme la Bibliotheca Hertziana ou l'Institut à Florence, ou bien le Warburg. Donc il avait ouvert tout un échange comment organiser cette future institution. Donc tous ces éléments sont dedans, comme ce que j'ai lu aussi avec très très grand intérêt, son rôle en tant que rénovateur, entre guillemets, du centre international Andrea Palladio à Vicence. Ce centre était très important, mais un peu endormi. Donc c'est grâce à Chastel que nous avons aujourd'hui les Annali. C'était une des revues de l'histoire de l'architecture les plus importantes qui existent, et Palazzo Barberano, c'est-à-dire le centre qui avait des petits espaces dans la basilique de Palladio au centre de... Mais vraiment, c'était 2-3 pièces mal aménagées. Aujourd'hui, le Centro Palladio siège dans le Palazzo Barberano à Vicence, et c'est encore l'œuvre de André Chastel, qui avait cette capacité vraiment incroyable d'avoir, disons, une vision scientifique, un travail scientifique d'une grande crédibilité, et en même temps cette capacité de ressentir les nécessités de fonder des revues, des institutions, de rénover. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, et ce qu'on voit très bien dans les pages, les 650, si je me rappelle bien, de cette publication. Ce qui est également fascinant, j'ai trouvé, c'est l'élégance de sa plume, et aussi de la plume de ses collègues. Donc là aussi, j'ai eu l'impression qu'il y a une culture de communication que nous sommes en train un tout petit peu de sacrifier aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le temps pour se consacrer à la communication, mais c'est toujours élégant. Ça témoigne d'une vision culturelle, une grande curiosité, mais en même temps, ça témoigne aussi, disons, d'un ton humain que je trouve extrêmement agréable. Il y a toujours comment va votre épouse, qu'est-ce qui se passe avec les enfants, est-ce que tout se passe bien, vous avez eu des problèmes de santé, et toute cette attention humaine. Je crois aussi, si l'on part simplement de cette attitude et de ce ton élégant, c'est une source vraiment très très importante que je crois le lecteur va lire avec beaucoup d'attention. Bon, on ne peut pas cacher, il y a des lettres qui sont
vraiment d'une densité au niveau scientifique et méthodologique. Il y a d'autres, c'est des gestes de gentillesse. Mais je trouve même ces gestes de gentillesse, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Bon, alors moi je suis très contente. Je voudrais bien sûr remercier aussi nos éditeurs. Graziano Campisano ne pouvait pas venir aujourd'hui. Je crois qu'il avait un mariage, mais je suis heureuse que Gal Martin est dans la salle. Donc ce livre est aussi un nouveau chantier de collaboration, un nouveau dialogue entre la France et l'Italie. Les deux éditeurs qui ont collaboré, et j'ai aussi beaucoup apprécié les choix qui ont été faits. Je trouve que c'était une très bonne idée de montrer toujours une photo de la personne en question, de montrer la signature, c'est très amusant, et de montrer aussi quelques échantillons, des cartes de vœux, ou bien une lettre, ou bien quelquefois le brouillon d'une lettre. Donc ça donne quand même une image de grande vitalité des protagonistes de ce volume. Donc, vu la collaboration qui était très belle, le résultat qui me semble tout à fait convaincant, nous avons bien évidemment l'idée de continuer la publication de la correspondance d'André Chastel. En tant qu'Allemande, je suis bien évidemment très sensible à cet échange de lettres avec Willibert Sauerländer, qui était vraiment, je crois, l'un des, on peut dire, collègues, amis, et qu'ils ont contacté pendant de longues années. Donc, je crois que vous avez déjà vu à peu près ce qui se trouve à Lianacha. Les collègues de Munich ont donné cette correspondance, c'est-à-dire les lettres de Chastel au Getty. Mais le Getty a donné un premier signe plutôt positif par rapport à une publication de cette correspondance dans cette collection. Je ne sais pas, il y avait aussi de projets ou d'esquisses de projets de la correspondance avec l'Angleterre et les États-Unis. Ça reste bien évidemment aussi quelque chose qui est fort souhaitable. Bon, en voyant tout ça, je regrette quelquefois un peu qu'on a si peu de traces avec d'autres protagonistes dans la vie de Chastel, c'est les animaux. Parce que qui a connu Chastel savait très bien, il y avait Vauban, le chien, il y avait le perroquet, il y avait Lara, il y avait les vaches à lunettes, etc. Donc, en lisant, j'ai toujours pensé, il y a quand même quelque chose qui est essentiel de la vie de Chastel, que malheureusement, on n'a pas de traces, mais on pourrait peut-être trouver quelques photos qui montrent. Bien, alors, pour conclure, je voudrais juste souligner que les lettres de Chastel sont accueillies dans une série de publications. C'est la série de publications de l'École pratique des hautes études qui s'appelle Histoire de l'art, Historia dell'arte, qui existe depuis 2011. C'est le 8e volume qui est sorti et on attend encore 2 autres volumes, toujours sur la base du dialogue entre Campisano Editore et Marie-Marin à Paris, sur la sculpture en tant que moyen d'expression du pouvoir politique et sur le sac de Rome. Donc cette collection se propose de mettre en lumière les relations, les processus de transmission et les contaminations entre différentes disciplines scientifiques. Donc là, vu sous cet angle, je crois, cette vision ouverte internationale de Chastel entre merveilleusement dedans. Donc il s'agit principalement des sciences humaines entre l'Antiquité et la période contemporaine au sein de divers milieux politiques et culturels. Et cette série cherche à détecter des glissements continuels et des traditions qu'on voit également très bien dans ce dialogue franco-italien, d'approche et de vision, et d'une manière à l'autre, donc sujet clé pour Chastel, la perméabilité entre les différents genres artistiques qui sont à la base de toute évolution scientifique et artistique, et d'identifier de nouvelles synthèses dues à la rencontre entre de nouveaux modèles et des usages locaux, encore un sujet qui a été très cher
à André Chastel. La théorie de l'art, l'historiographie et la mise au point d'échafaudage méthodologique est là encore un point fondamental de cette correspondance Chastel, donc également liée par des interactions complexes et variées, constitue donc un axe majeur de cette série qui éclaircit le regard d'une période, jette sur l'histoire et la manière dont cette dernière, l'histoire, interfère dans l'actualité. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse que nous avons pu intégrer ce gros volume dans notre série. Et donc, alors j'espère que vous allez apprécier la lecture de ces lettres. Je crois que chaque lecteur, en partant de différents points de vue, devrait trouver quelque chose qui suscite son intérêt et qui élargit la vision du dialogue entre la France et l'Italie et qui fait comprendre, encore une fois, même aujourd'hui, ce dialogue, quelquefois, est un peu compliqué, un peu troublé, mais quand on lit ça, on se rend compte aussi jusqu'à quel point ce dialogue entre la France et l'Italie est profond et riche et d'une énorme complexité qui, selon moi, aussi grâce à Chastel, a duré et va durer sans aucun doute encore en futur au sein de la discipline de l'histoire de l'art.